ancien directeur général de la Fédération française de football et actuel directeur général du PMU, merci d'accueillir Alain Resplandy-Bernard. Bonjour à tous. Merci. Alors il y a un petit peu de mouvement, je vais laisser passer ça. Merci à Madines de m'inviter et d'organiser ces 3 tables rondes, ces 3 sujets autour de sujets fondamentaux pour les hommes que sont l'alimentation, la santé et le jeu. Alors je ne vous ferai pas le lien un peu facile entre du pain et des jeux, mais plutôt entre le jeu et la santé, parce qu'il se trouve qu'en ce moment, il y a une grande enquête épidémiologique sur 5000 patients qui est en train de se dérouler, donc c'est au conditionnel, mais qui montrerait que les joueurs de paris hippiques ont 30% de chances de moins d'avoir Alzheimer que le reste de la population. Alors j'attends un petit peu avant de demander le remboursement par la sécurité sociale du PMU, mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Et en fait, il y a 3 facteurs qui expliquent ce lien. Le premier, c'est que c'est un jeu de sagacité et où on fait travailler ses neurones. Le deuxième, c'est les émotions qu'on ressent au moment de la course. Et le troisième, qui est encore plus fondamental, c'est celui du lien social qui est permis dans un lieu de convivialité. Et je crois que ce sont les 3 questions, si on regarde l'avenir du divertissement et du jeu, qu'on doit se poser. C'est toute la révolution numérique. Est-ce qu'elle va aider sur le plan des émotions qu'on ressent dans le jeu? Est-ce que les données et l'afflux de données qu'on a grâce au big data et leur analyse vont permettre d'enrichir le jeu de sagacité ou au contraire le menacer? Et surtout, question la plus intéressante, est-ce que l'hyperconnexion du jeu en ligne va créer du lien social ou pas? Parce que tout le reste, les évolutions qu'on a eues dans la période récente dans le jeu ne révolutionnent pas les fondamentaux du jeu. Faire une course de drone, c'est pas très différent de la course de voiture télécommandée que je faisais il y a quelque temps. Le combat, quand on est sur Counter-Strike, c'est quelque chose d'un peu plus safe, mais pas très différent de la joute médiévale. On est toujours sur les mêmes ressorts, c'est individuellement ou collectivement, montrer qu'on est capable d'arriver le premier, d'être plus fort, d'être plus malin, d'avoir plus de dextérité. En revanche, sur les autres éléments, les 3 questions que j'ai posées, il y a des vrais changements. La première, c'est sur les données. L'afflux de données change la donne dans le domaine du jeu. On le voit dans la manière dont on vit les événements sportifs. Aujourd'hui, on ne peut plus voir un événement sportif sans avoir des données, soit à la télé, soit en second écran. Ça ouvre énormément de possibilités pour animer un sport comme le baseball, qui sinon est vraiment impossible à regarder tellement il est pénible et où il ne se passe rien. Mais c'est aussi, pour le secteur que je connais un peu plus dans le domaine du jeu, l'occasion de rendre le jeu encore plus intelligent. Plus vous avez de données que vous pouvez croiser, plus vous pouvez développer vos stratégies de paris sportifs. Ça permet de nouveaux, grâce à toutes les données qu'on accumule avec le tracking, de nouveaux jeux. Demain, vous allez parier sur qui servira le plus vite entre Djokovic et Murray, qui montera le Tourmalet le plus vite dans le Tour de France. Donc il y a des tas de nouveaux jeux qui peuvent être inventés. C'est le nerf de la guerre dans l'attraction des nouveaux clients. À nouveau, je vais vous parler d'un secteur que vous connaissez peut-être que de très loin, mais que je connais un tout petit peu plus, qui est le pari hippique. Les turfistes, c'est des fous de données. Paris Turf, que vous lisez tous, c'est une photo de cheval à la première page, une photo de cheval à la dernière page, et entre les deux, c'est un immense tableur Excel. Et c'est plus diffusé que Libération, dans toutes les couches de la population. Et donc, toute l'évolution qu'on a devant nous, pour moderniser ce jeu-là, c'est de digitaliser nos bars, nos points de vente, et d'amener des données auprès des clients qui les réclament. C'est pour ça qu'on développe des tablettes dans tous les points de vente. On en est au début de ce déploiement. Aujourd'hui, ce sont les tablettes les plus consultées du commerce de détail en France, avec 14 millions de pages vues dans les 2 semaines qui viennent de s'écouler. À l'international, c'est le même sujet, les données. Les clients étrangers adorent les courses françaises, parier sur les courses françaises. C'est un marché, un relais de croissance énorme. On est un très gros exportateur, plus d'1 milliard d'enjeux pris l'année dernière sur les courses françaises, parce qu'elles sont belles, mais parce qu'on se base sur le sujet de la donnée. Pour gagner ça face à nos concurrents, anglais, australiens, américains, le facteur clé, c'est d'apporter des données sportives
sur les jockeys, les conditions de course, des données sur le pari lui-même, combien sont pariés sur tel cheval, telle combinaison, à tout moment, en temps réel, dans tous les points du globe. Et donc, derrière le petit pari turf de votre bar PMU du coin, il y a le système informatique temps réel, le plus puissant du commerce, c'est plus puissant qu'une salle des marchés. Il faut que je traite à peu près 4000 transactions secondes à mon pic de prise de pari en quelques millisecondes et avec des clients dans 60 pays dans le monde entier. Donc la donnée devient à la fois la manière d'enrichir le jeu, un facteur clé dans la compétition. Mais c'est une menace pour les jeux de sagacité, parce que derrière, il y a tout ce qu'on peut avoir en intelligence artificielle sur l'analyse de la donnée. Et le jeu perdrait tout son fun s'il n'est pas un jeu entre humains, avec tous leurs défauts, les bons, les mauvais, et si, dans le jeu en ligne, viennent jouer des robots, des gens d'intelligence artificielle. Le jour où on ne sera pas capable de détecter la présence de robots ou d'intelligence artificielle dans le jeu risque de mourir. Alors on est habitué à ça, nous, dans le secteur que je connais, parce que dans le poker en ligne, le combat permanent, c'est d'essayer de s'assurer qu'il n'y a pas de robots qui viennent jouer contre les humains. Mais ça sera vrai dans tous les secteurs de jeu en ligne. Si vous jouez contre une machine qui va gagner tout le temps, il n'y a pas de fun. Donc c'est une vraie menace. Première question donc, sur les données et les jeux de sagacité. La deuxième, sur les émotions. Là, je vais aller très vite parce qu'il y a quelqu'un après moi qui va vous parler de réalité virtuelle et tout ce qu'il peut y avoir sur ces sujets-là. C'est ce qui est le plus visible, les progrès les plus visibles dans la période récente. Il y en aura encore. Si vous voulez aller sur un hippodrome, vous pourrez voir sur un Oculus la course depuis la position d'un jockey ou d'un driver. C'est assez amusant à faire. Cela dit, vous n'allez pas le faire 17 fois, parce que vous aurez le mal de mer au bout d'un moment. Donc, c'est un sujet, je crois que oui, il y a énormément de potentialités. Vous allez en proposer plein pour accroître les émotions liées au jeu. Mais ce n'est pas la question clé pour moi, donc je vais passer vite. La question qui me paraît beaucoup plus intéressante, c'est celle de l'hyperconnexion du jeu en ligne et est-ce que ça va créer du lien social. Pour prendre en compte l'évolution, alors là pour le coup qui est une vraie révolution dans le jeu, c'est qu'on est passé d'un jeu où je jouais pendant un temps limité avec un nombre limité de partenaires dans un lieu physique. Grosso modo, la partie de Monopoly du mercredi après-midi. Aujourd'hui, je veux pouvoir jouer avec tout le monde, partout et tout le temps. Alors avec tout le monde, c'est facile à illustrer, hein, c'est les 500 millions de téléchargements de Pokémon Go. Hein. On s'organise une petite chasse au trésor planétaire. Chasse au trésor, c'est aussi assez ancien comme ressort, mais on fait une chasse au trésor planétaire à 500 millions. Voilà, ça nous parle. Je voudrais parler d'un autre succès qui est beaucoup plus petit, qui est français, mais que je trouve beau, c'est plus de 500 000 joueurs à la régate virtuelle du Vendée Globe. Voilà, c'est une belle communauté qui étend toute la communauté des voileux bien au-delà de son noyau habituel. Donc on joue tous ensemble, mais on joue surtout partout et tout le temps. Si je prends à nouveau l'histoire du PMU, on était sur le pari par téléphone en 1968, Internet dès 2003, les montres connectées depuis l'année dernière, on peut faire son pari sur montre connectée. Mais ce qui m'intéresse le plus, que je trouve le plus intéressant, c'est l'évolution du pari sportif en France, qui a été libéralisé sur Internet en 2010. Et tout le monde pensait que ça allait exploser sur Internet, et ça n'a pas été le cas. Ce qui a explosé, c'est le pari sportif dans les cafés, qui est en monopole de la Française des Jeux. Ça fait qu'1 an que le pari sportif explose sur Internet, avec une croissance beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que depuis 18 mois, tous les opérateurs de paris sportifs sont mobile first, et le développement vient uniquement du smartphone. Donc ce n'est pas Internet qui a fait développer le pari sportif de manière forte en France, c'est le smartphone. C'est la possibilité de pouvoir jouer à tout moment, partout. Et si je vois la conséquence chez nous, le PMU, c'est le 3e opérateur du e-commerce français, derrière Voyage SNCF et venteprivée.com. C'est 1,5 milliard d'enjeux sur Internet. Mais pourquoi est-ce qu'on est à ce chiffre-là ? C'est parce que plus de 50% est fait sur mobile. Ce qui fait qu'il n'y a pas de chiffre officiel, mais qu'on est sans doute à la première ou à la 2e place du mobile commerce en France. Cette volonté de pouvoir jouer partout et tout le temps.
Donc on a un jeu hyper communautaire. Est-ce qu'il va devenir un lien social pour autant? Oui, si on travaille bien. Travailler bien, ça veut d'abord dire arrêter de se voir, les opérateurs, comme on vend des jeux, que ce soit les concepteurs de jeux ou les gens qui font du jeu d'argent. On est au moins autant des animateurs de communauté. Le sentiment communautariste qui est très fort dans le jeu en ligne, mais qui est très fort aussi dans ma vieille communauté de base de turfistes, doit être un atout. On doit se déposséder de nos jeux, et c'est ce qu'on fait nous dans notre relation client. On a arrêté de dire qu'on passait des messages à des clients, qu'on répondait à des questions, qu'on vendait des produits. On laisse maintenant des ambassadeurs sur notre communauté d'entraide passer les messages entre eux. On est de temps en temps en appui, et ça change totalement notre relation client. La communauté d'entraide, c'était 40 000 contacts en 2014 à peu près. C'est 1 million de contacts l'année dernière qui sont complètement, où les réponses sont apportées par quelqu'un d'autre que nous sur comment faire évoluer nos jeux, comment vivre nos jeux. Donc déjà se vivre comme des animateurs de communauté. Mais surtout, ce qui me paraît le plus important et notre conviction très forte, c'est qu'on fera du lien social si on reconnecte le virtuel au réel. Il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de la réalité augmentée. Nous, on croit plutôt au virtuel augmenté par le réel. C'est une thématique qui est générale dans le jeu. Hein. C'est mixer le réel et le virtuel, c'est ça l'avenir. C'est ce qu'a réussi de manière superbe Pokémon Go. C'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. On travaille avec la Web School Factory et l'Innovation Factory. Une des idées qui est venue, c'est de dire votre course, pourquoi pas la moderniser en me permettant, moi, en temps réel, de customiser les chevaux sur lesquels j'ai parié. Et donc, je suis dans mon café, je parie sur tel cheval, et au moment de la course, au lieu d'être le jockey avec sa casaque, c'est Dark Vador, ou c'est une Ninja. Et je vais voir en temps réel, grâce aux données du tracking, grâce à du traitement en temps réel, et les 7 secondes d'écart entre la retransmission télé et ce qui arrive à la télé, je vais voir un jockey, Christophe Soumillon, courir contre Dark Vador. Et là, tout d'un coup, votre jeu, il est différent, il m'intéresse. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, et j'ai sûrement plein d'idées qui viendront de chez vous, pour marier le réel et le virtuel. Mais surtout, il faut qu'on invente la manière de retrouver des lieux physiques qui correspondent au code du jeu en ligne. Si on prend un autre terrain d'exemple très marquant, c'est le développement du e-sport. C'est vraiment le phénomène, tout le monde en parle, donc si j'en parlais pas, je me faisais engueuler par les équipes de e-sport au PMU. Et donc, ce qui m'a marqué, moi, dans le développement du e-sport, c'est pas les chiffres énormes du nombre de gamers, du nombre de téléspectateurs sur une finale de League of Legends. Non, ce qui me marque, c'est le nombre de personnes qui vont physiquement dans un stade voir une finale de League of Legends hors de FIFA. Quand on remplit des stades de 30, 40 ou 50 000 personnes, il se passe quelque chose. Ce qui prouve qu'il y a une vraie modernité à trouver des lieux physiques où on peut partager sa passion. Et tout l'enjeu pour d'ailleurs tous les commerçants, c'est de faire ce lien entre de la vente sur Internet et le retrouver dans les lieux physiques. Je voulais juste rappeler dans ce monde-là le lien très fort qui existe, hein, les belles startups qui ne sont plus des startups qui ont réussi dans le commerce, que sont Blablacar, sont un lien avec le physique qui est assez fort. Avec Blablacar, in fine, vous finissez dans une vraie voiture. Sur Airbnb, vous finissez dans un vrai appartement. Avec Mythique, vous avez peut-être une petite chance de rencontrer une vraie personne réelle. Donc il y a ce lien, in fine, d'une transaction online qui finit dans du réel. Tout ce qu'on veut faire, nous, et quand on a lancé des challenges lors du salon Vivatech de juin dernier auprès des startups, c'est aidez-nous à faire qu'on amène tous ces joueurs en ligne dans des lieux physiques où ils pourront partager leur passion. Il faut inventer le bar PMU de demain, mais le bar e-sport de demain, des lieux de convivialité pour le réseau social en vrai que sont tous ces bars, mais qui correspondent au code moderne du monde du jeu en ligne. Et donc il faut avoir une interaction différente, avoir des données, comme je l'ai dit, qui viennent de manière massive. On peut ici retrouver des robots qui dialogueront avec vous dans ces lieux, ou des objets connectés. Dans notre lab, des objets connectés. Moi, j'ai la table de bistrot connectée, j'ai le dessous de table connecté, j'ai le boc de bière connecté. Donc ça, des objets connectés
On a plein d'idées. Ça marche plutôt pas mal parce que ça permet de faire des challenges entre zones d'un bar sport sur le Paris. Donc il y a plein d'idées. Donc pour moi, c'est plutôt ça l'avenir, c'est comment le jeu en ligne retrouve sa force de lien social par des lieux physiques qui correspondent au code du jeu en ligne. Et alors j'avais dit, il y avait 3 questions. Et comme toujours, comme les 3 mousquetaires, mes 3 questions sont 4. C'est que si on veut que le jeu reste moderne et se développe dans le futur, il doit répondre à ces questions des données, des émotions et du lien social, mais il doit garder en ligne un seul cap, c'est celui de l'éthique. Voilà, vous attendez peut-être pas à ce que je finisse par ça, mais pour nous c'est vraiment essentiel, parce que le pari mutuel, hippique, il a été créé d'une manière auquel je tiens beaucoup. C'est à la fin du 19e siècle, c'est un jeune immigré espagnol, un fou de mathématiques, qui est arrivé sur les hippodromes parisiens, qui a vu des pratiques qui n'étaient pas éthiques à l'époque, et qui a inventé l'algorithme qui permettait de faire un calcul des gains juste, et où celui qui est opérateur de paris n'est pas intéressé au résultat de la course. Sa rémunération est la même quel que soit le résultat de la course. Et donc le pari mutuel qu'il a inventé mathématiquement, qu'aujourd'hui on met dans des énormes machines, c'est le pari éthique par excellence. Et je veux garder ça comme ADN, de dire comment l'innovation peut nous permettre de garder un jeu éthique. Et pourquoi c'est un défi? Si je reprends le modèle du e-sport, on est sur un phénoménal marché où la France est plutôt bien placée. On a un législateur qui a organisé le e-sport professionnel, mais qui a laissé une zone complète d'interrogation qui est l'argent dans le e-sport, le pari dans le e-sport. Or, c'est interdit en France. Il a dit c'est interdit en France. Interdit en France, ça veut dire que vous pouvez le faire que sur des sites en .com, pas en .fr, c'est tout ce que ça veut dire. Donc vous pouvez parier sur du e-sport en .com, vous pouvez faire ce qu'on appelle la pokérisation du e-sport, c'est-à-dire vous pouvez faire une partie de League of Legends, chacun met 100 $ au pot et celui qui a gagné ramasse le pot, et vous pouvez le faire en dollars, en euros ou en skin, qui a la même valeur pour un joueur que le dollar. Mais c'est pour l'instant une zone grise. Or, si on veut pouvoir développer ce marché, il faut répondre à des vraies questions éthiques. Est-ce qu'on n'a pas un risque de manipulation des compétitions juste par la manipulation du débit informatique qu'on a chez soi quand on joue? On peut être un très bon joueur, jouer à fond, avoir manipulé son débit et perdre grâce à ça. Donc tant qu'on n'aura pas résolu les questions éthiques, en tout cas nous, notre conviction, on ne pourra pas développer de manière forte le jeu autour du e-sport. Donc voilà nos convictions, c'est que le jeu peut être un énorme facteur de lien social s'il sait intégrer toutes les richesses qu'apporte l'afflux de données pour développer le jeu de sagacité, s'il sait inventer des lieux physiques de rencontre pour les passionnés du jeu, et s'il sait garder le cap d'un jeu éthique. Voilà nos convictions. Il reste 1 minute 50, je crois que c'est le thème qu'il faut toujours avoir, 1 minute 50 pour les questions. Parier sur des courses de drones ou de combats de robots, pensez-vous que ce soit un jour une réalité au PMU? Oui, c'est ce que j'ai dit, ça sera une réalité. Les courses de drones, c'était hier déjà. On sait, c'est pas une question technologique, ça sera juste, je le redis, évidemment une question éthique. Je ferai des paris sur des courses de drones le jour où je suis sûr que ces courses de drones sont des courses fair, organisées de manière responsable, transparente, et où il n'y a pas de biais technologique. Pareil pour du pari sur un combat en Counter-Strike, je pense qu'il y en aura d'abord quand on organisera on pourra parier d'abord sur des compétitions dans des lieux physiques. Parce que là, il est plus facile de garantir la transparence et l'équité de la compétition. Donc oui, il y aura ça au PMU. Il faut aussi, c'est une petite chose que le législateur m'autorise à le faire, parce que je suis un tout petit peu régulé. Des paris sur des chevaux virtuels, est-ce l'avenir du PMU? Alors là, pour le PMU, non. Pas sur des chevaux virtuels purs et durs, pour 2 raisons. Le premier, c'est que des chevaux virtuels purs et durs, c'est une loterie, et ce n'est pas mon métier. Moi, je fais du jeu intelligent, donc avec de la sagacité. C'est pas non plus ma raison d'être, parce que au PMU, 100% de mon bénéfice va au monde, à l'industrie des courses, c'est-à-dire aux jockeys,
aux propriétaires, aux drivers, aux entraîneurs, aux naisseurs de chevaux. La totalité, on fait 800 millions de bénéfices, la totalité va financer des gens qui font vivre des vrais chevaux dans des vrais haras dans l'ouest de la France principalement. Et ça, on y tient. Donc moi, je ne veux pas les tuer. En revanche, inventer des jeux mixtes, par exemple, qui attirent des nouveaux publics pour leur montrer la beauté en même temps des courses, oui. Ou dans la retransmission des courses. Il y a plein de choses à faire pour moderniser la retransmission des courses. Voilà, c'est fini. Donc, je voudrais juste conclure en prenant soin de votre santé mentale, puisque je vous ai un petit peu inquiété en début avec Alzheimer. Donc, je voudrais juste vous rappeler que dimanche 29 janvier, c'est le Prix d'Amérique. C'est la finale, la plus belle course au monde de trotteurs. Donc, réunissez des amis, allez dans un lieu physique que vous aimez, un bar PMU ou un autre bar, mettez toute votre sagacité à analyser toutes les données et essayez de me dire si Bold Eagle, qui a gagné l'année dernière, qui est l'ultra favori cette année, sera battu ou pas. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas m'engager que vous n'aurez pas Alzheimer, vous aurez passé un bon moment au moins. Merci.